Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous de presse quotidien en ligne et merci de nous suivre aussi en direct sur Europe by Satellite. Nous sommes le lundi 7 juin. Comme vous le savez, c'est une semaine de session plénière du Parlement européen et donc la réunion du collège aura lieu demain, mardi, dans l'après-midi à Strasbourg. La réunion préparatoire des chefs des cabinets des commissaires est toujours en cours et donc nous allons pouvoir vous tenir informés de l'agenda que abordera le collège demain seulement après la fin de cette réunion. Donc au cours de cet après-midi, nous allons vous le communiquer par Twitter. Nous allons vous informer donc également des événements de presse qui suivent le collège qui aura lieu demain par les mêmes moyens et en même temps. Et maintenant, je passe la parole à Ariana, qui a une annonce dans le domaine des aides d'État. Ariana, est-ce que tu es là? Oui, vas-y. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre et voir. So I will switch to English for the announcement. The European Commission has launched today a targeted public consultation inviting all interested parties to comment on the proposed draft climate, energy and environmental state aid guidelines to make them fit for purpose to embrace the Green Deal. The Commission has conducted an evaluation of the current guidelines on state aid for environmental protection and energy, which revealed that the current rules are overall fit for purpose and are an effective tool in supporting the achievements of the EU's environmental goals and climate targets, while limiting undue distortions in the single market clearly. At the same time, the evaluation showed that some targeted adjustments may be needed also to align the rules with the Commission's strategic priorities, in particular those of the Green Deal, and with other recent regulatory changes in the energy and environmental areas. The Commission is therefore proposing a number of changes to the current rules, including, among others, broadening the scope of the guidelines to enable support in new areas, such as clean mobility, energy efficiency in buildings, circularity and biodiversity, and to all technologies that can deliver the Green Deal. The rules also establish the approach to achieving the phasing out of fossil fuels, in particular the most polluting ones. Interested parties can respond to the consultation for 8 weeks, so until 2nd of August of this year. For more information, you can always look at our press release, which is available online. Thank you very much, Ariana. We continue with today's announcements and allow me to remind you that today there is a Justice and Home Affairs Council taking place in Luxembourg. It's taking place today and tomorrow. Ministers of Justice gather today and naturally Commissioner Reinders is there representing the Commission. Ministers will discuss the combat against illegal online content, and they will also aim to reach a general approach on several files, including the regulation on assignments of claims, e-codex, and the establishment of an EU agency for fundamental rights. Ministers will also discuss the setting up of the European Public Prosecutor's Office, which, as you know, started its activities last week. They will discuss equally the EU accession to the European Convention of Human Rights and the ongoing negotiations with the United States following the Schrems II judgment, among other matters. A press conference is planned for about 6 o'clock this evening, and Commissioner Reinders will take part in it. So please reserve any questions about those matters for that press conference. Tomorrow it will be Home Affairs Ministers meeting, and Commissioner Johansson will obviously represent the Commission. The discussion will focus on the impact of COVID-19 on the fight against crime, on the state of play regarding the new pact and on migration and asylum, which is under a negotiation. And a first discussion on the Schengen strategy, which was presented by the Commission last week, will also take place tomorrow during that Council meeting.
The Commissioner will equally inform ministers on the latest developments on the setting up of the entry-exit system and about the European Travel Information and Authorization System, which are expected both to be operational by the end of next year. There will also be a press conference following the Home Affairs Ministers tomorrow, also at around 6 p.m. With the participation of Commissioner. Et enfin, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous vous proposons à 16 heures un briefing technique off the record pour les journalistes accrédités donc, sur les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. J'espère que vous allez pouvoir y participer. C'est Dan qui assurera la modération. Et avec ceci, nous sommes prêts à passer à vos éventuelles questions. Donc merci comme toujours de m'indiquer dans les systèmes en levant votre main si vous avez des questions pour nous aujourd'hui. Effectivement, je vois que Athanasios a sa main levée. Athanasios, vas-y. Merci. Bonjour. I have a vaccination question. There are some experts around the member states who think that there are early signs of a slowdown of the vaccination rollout, and this time it is not due to supply, but due to demand. It seems that the reluctancy threshold in the population might be a little lower than we thought, and we might struggle to vaccinate 7% because we're going to run into those who do not want to get vaccinated because they believe in myths and disinformation and all that stuff that's been around for far too long. That's very evident in Greece. You can see the rates. The supply is there, but people don't turn up, not all of them. It seems that the 30% doesn't show up in the vaccination centers, and it seems that that 30% believes in these various myths, disinformation, or propaganda campaigns from third parties. So, what's your plan? What are you going to do to remedy the situation in case we run into a wall at around and above 60% and not 70% of total vaccination? Thanks. Thanks so much for your question, Athanasios. Indeed, a very important one, because delivering vaccines to make them available to the member states is a big part of the equation, but having people and the European population willing to take them is a prerequisite of achieving our targets of achieving high levels of immunity in the population. So Stefan promptly joined me to provide answers. How we do that? Thank you very much. Yes, we've set out this very important target of 70% of vaccination of the adult population that Dana was referring to. And we believe indeed, and on the basis of deliveries which are planned, which are scheduled, that it should be possible to reach that target. This being said, this requires indeed first that the deliveries take place, but also that member states can proceed and swiftly proceed with the vaccination. It is true that we have to bear in mind that some of the European citizens are not fond of going for the vaccination, which is why it's so important that we invest in very good and clear information about the benefits of vaccination. And suffice to take a look, I believe, at the websites of several of our colleague agencies, EMA and also of the ECDC, that are following the situation, that are explaining all the advantages, obviously, of vaccination to show how important it is. This is something that we continue to follow, to monitor with the colleagues of the ECDC. It is something that we also continue to follow with the colleagues of the different member states in the context of the Health Security Committee, for instance, but also at ministerial level, because it is indeed important, as we have stressed many, many, many times, that we get vaccinated so that we can finally put an end to this virus. Thank you. Thank you very much, Stefan. I can only add to this that we work indeed very closely with the agencies and with other EU institutions in order that together we provide accurate, timely and easily understandable information to citizens about the safety of vaccines and about the benefits of vaccines, because we believe that indeed confidence and building confidence in vaccines is really important in order to combat hesitancy
And of course, it is crucially important to set the record straight, because there are indeed attempts to put out information in the public domain which would amount to disinformation regarding vaccines in general and COVID-19 vaccines specifically. I will now invite you to keep your hand raised if you have additional questions on this matter specifically. I see that Athanasios has a follow-up question. Go ahead, Athanasios. Yes. Are you satisfied with what the member states are doing to tackle disinformation on that front? And especially the member states that are falling behind in the ECDC list of vaccination rollout. Do they do their job? Do they have the proper campaigns in place? Are you checking it? How you're checking it? And what should be done here? Thanks. I will give the floor to Stefan on this in a minute, but just to emphasize that we have been working closely with the member states and with the agencies over many months, actually since December, to exchange information, best practice, and to coordinate on information addressing this important point with the aim of building vaccine confidence. And such exchanges take place regularly. Communication assets are being shared, so everything is done to work hand in hand with all appropriate actors to make sure that relevant, accurate, and timely information is put out in the public domain, and people can make informed choices about vaccination. Stefan, anything to... Thank you very much, Dana. I don't think there's a lot I can add. The first thing I would like to stress, however, is that vaccination campaigns and the vaccination itself is a national competence. So we are not here in the business of rating or giving stars to member states. What we do, however, is that we continue to be, as Dana said, in close contact with the different member states. There's different fora which can be used for that or are used for that. The Health Security Committee, for instance, but also contacts between the ministers and the commissioner at, I would say, the ministerial level. I would like to draw your attention that already in October, actually last year, we had come up with a communication stressing the importance of good communication about the importance of vaccination. And then finally, as I think Dana has also said, one of the extremely important elements is that we continue to work, as we've always done, following a science-based approach. It is science that explains us the benefits and advantages of vaccination, and we continue to work on that basis with our colleagues from the different agencies. Thank you. Thank you, Stefan. I will now further invite you to keep your hand up if you have additional questions on this matter of vaccine confidence, or rather vaccine hesitancy. I believe that Hugh has a question about that, so go ahead. Hear me? I speak? Yes. J'ai une question en français, c'est possible? Bien évidemment, toujours. Bien évidemment, toujours. Ok, merci beaucoup. Cette question a peut-être déjà été posée, mais je voulais poser la question à propos des autorisations conditionnelles sur les vaccins. J'aurais aimé savoir si ces autorisations conditionnelles peuvent être octroyées s'il existe un traitement contre le Covid, puisque je sais que les autorisations conditionnelles sont octroyées par l'Agence européenne des médicaments s'il n'y a pas d'alternative. Donc j'aimerais savoir si les autorisations conditionnelles pour les vaccins contre le Covid, il y en a plusieurs, ont été octroyées sur la base du fait qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid. Merci. Merci beaucoup. Oui, en effet, pour mettre un vaccin, mais aussi des traitements sur le marché, il faut toujours passer par une autorisation du marché. Ça peut être une autorisation de marché classique, je dirais, ou une autorisation de marché conditionnelle, comme ça a été avec, c'est aussi le cas pour des traitements, comme ça a été le cas avec Remdesivir, par exemple. Nous savons aussi que plusieurs traitements monoclonaux sur base d'anticorps sont sous rolling review, comme c'est dit, rolling review qui est organisé par l'Agence des médicaments européens, parce que c'est en effet cette agence-là qui fait l'analyse des données
dans le cadre d'une rolling review ou dans le cadre d'une autorisation sur le marché. Et donc, oui, traitements ou vaccins ou médicaments doivent passer par une autorisation du marché par l'agence qui est suivie ensuite par l'autorisation de la Commission de mettre sur le marché ce produit. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que Hugh a une question de suivi. Vas-y, Hugh. En fait, vous n'avez pas répondu à ma question, vous m'avez donné du background que je connaissais. Je demande précisément pour les vaccins anti-Covid. Donc, je parle des autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour ces vaccins-là, ces vaccins anti-Covid. Est-ce qu'elles ont été octroyées sur la base du fait qu'il n'y avait pas de traitement contre le Covid? Ma question est vraiment très claire et très simple et j'aimerais entendre la réponse. Merci. Tous les vaccins qui sont maintenant sur le marché ont été... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais nous avons conclu une série de contrats, comme vous le savez, avec des développeurs de vaccins. Avant d'être mis sur le marché, ces vaccins doivent passer par une autorisation de mise sur le marché. Et ça c'est le cas pour AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Ce sont des vaccins contre le Covid qui ont tous reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Et c'est une étape importante parce que sans cette autorisation, évidemment, nous ne pouvons pas mettre sur le marché le vaccin, ni utiliser ou administrer ce vaccin. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que je détecte un autre angle dans la question de Hugues, et qui est le fait que, est-ce que le fait qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid a joué un rôle dans la décision d'octroyer une autorisation de marché conditionnel? Et pour cela, je pense que pour les raisonnements qui ont conduit notre agence des médicaments à recommander la mise sur le marché conditionnel, je pense qu'on va commencer d'abord par regarder du côté de EMA. Est-ce que c'est un critère, le fait qu'il n'y a pas de traitement, ou est-ce qu'on regarde les mérites du vaccin, les bénéfices contre les risques, qui est toujours l'équilibre qui joue le rôle prédominant dans l'analyse de EMA. Mais je pense que sur cet angle spécifique, tu peux voir plutôt du côté du EMA qui a fait la recommandation sur la mise sur le marché des vaccins anti-Covid qui existent de ce jour. Je pense que Hugues veut relancer la question. Essayons une dernière fois. Bon, je vais reposer pour la troisième fois la même question et j'espère que vous finirez par la comprendre. Pour donner une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, c'est une dérogation. Il est clair qu'on déroge aux règles d'autorisation de mise sur le marché. Et la raison qui figure de manière générale dans les conditions d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché, c'est qu'il n'existe pas de traitement alternatif. Quand on parle de médicaments, le vaccin étant un médicament, j'aimerais savoir si... Donc, ma question est extrêmement précise. J'aimerais savoir, puisqu'elle a été de toute façon, la réponse a été aussi endossée par la Commission européenne. La Commission européenne a basé sa décision sur une décision de l'Agence européenne des médicaments. Donc, je pose la question à la Commission européenne. L'autorisation conditionnelle qui a été octroyée à ces vaccins anti-Covid a-t-elle donc la dérogation aux règles normales? Est-ce que c'est parce que ces vaccins, parce qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid, donc on a pu déroger aux règles, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de traitement contre le Covid, donc on autorise ces vaccins. Voilà, c'est très simple. L'autorisation des vaccins dépend-elle du fait qu'il n'y a pas de traitement contre le Covid? Merci. Très clair, Hugh. Merci Hugues. Désolé qu'apparemment j'étais un peu lent, c'est un lundi, mais je pense enfin avoir compris la question. En fait, lorsque vous dites que c'est une dérogation, je ne dirais pas qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle est une dérogation.
C'est une procédure spécifique d'une mise sur le marché. Et la spécificité est dans le fait que cette autorisation est octroyée, mais la société doit continuer, ou les sociétés qui ont produit le médicament ou le vaccin doivent continuer à donner certaines données, et ces données seront suivies dans le cadre de la procédure qu'on appelle pharmacovigilance, et ça peut, à la limite, ces données peuvent mener à une remise en question ou à une modification de la mise sur le marché, de l'autorisation de mise sur le marché. Donc, l'autorisation de mise sur le marché, c'est une procédure spécifique de la mise d'autorisation sur le marché, donc ce n'est pas une dérogation. Ce qu'on regarde dans le cadre de cette mise sur le marché, conditionnelle ou pas, c'est toute une série de critères comme l'efficacité et la sûreté du vaccin. On vérifie dans quelle mesure le vaccin, en effet, est efficace. On vérifie dans quelle mesure le vaccin est sûr. Et c'est quelque chose qui est fait, mesurer, analyser dans le cadre de plusieurs essais cliniques, toutes les phases essais cliniques, mais l'EMA va aussi, par exemple, vérifier les procédures de production pour s'assurer que dans le cas d'une production de masse, le vaccin ne perd pas son efficacité, ne perd pas son sûreté. Donc ça, c'est une série, c'est ce genre de critères qui sont utilisés par l'EMA pour dire oui ou non, ce vaccin peut recevoir une autorisation de mise sur le marché. Donc on regarde vraiment aux éléments spécifiques de ce vaccin. J'espère, Hugues, qu'avec ça, j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à David, en espérant que c'est sur le même sujet. Yes, thank you, Dana. David Price, Your Democracy. Yes, the various agents which are used, which some don't call vaccines, but as the DNA agents and vectors, are called conditional in Europe, and sometimes are called experimental allowance permission in America. But I'm wondering, are we going to come to a position where we can have a non-conditional authorization? In other words, when the experiment is finished? That's my first question. Second question is about the topic which was introduced by Athanagoras, which was about the why the Commission is putting so much emphasis on vaccinations or on the drug solution to the COVID problem. There are several ways of dealing with these types of infections, and one is for people to be fit and to get natural immunity. And there's been very little emphasis by the Commission on having people gain natural immunity. At one stage, people were talking about washing hands. That seems to have disappeared. But the other thing is that of the people who have died, almost all of them have had comorbidities. I think that the figure I've seen is 94% of people who have died have had comorbidities. So the emphasis should be on how to get the population fit. And it'd be more logical in some ways to have a fitness certificate, which would show that people are not going to be subject to the disease, but they may carry it, they may get immunity. The other thing which has not been emphasized by the Commission, and I'm wondering why the policy is such, that a lot of therapeutics have been very effective, and there's now quite a lot of scientific evidence about therapeutics. So I'm wondering what the total profile of the policy of the Commission, which is totally towards the drug companies and this vaccinations. Why hasn't not the other aspects of the solution been brought to the public? Thank you very much, David. I'll give the floor to Stefan to provide elements of answers to these complex questions. Thank you very much, David.
On your first question, why don't we go to a non-conditional market authorization? Well, there is a market authorization. The products are allowed on the market, but it's a conditional one, meaning that it continues to be followed under pharmacovigilance and additional data that are being given by the company, by the member states to EMA. But there is a market authorization. So the product can be used because on the basis of the information that EMA and the scientists have, the products, the vaccines in question, have shown their efficacy and have shown their safety. So that's one thing. Second, on fitness, of course, I'm not going to reject the idea that we have to be fit. Fit is a very important element of our lives in general. Now, when it comes to COVID, I would like to say three words: science, science, and science. The scientific world has clearly identified, has clearly stressed the importance of vaccines. It's vaccines that save lives. It's vaccines and the vaccination, rather, that will help to tackle this very important vaccine. Of course, and this is something that we have already done from the beginning, it's also important to bear in mind non-pharmaceutical interventions. And you will find lots of guidance from the colleagues of the ECDC, for instance, on such non-pharmaceutical interventions, such as wearing masks, such as ensuring the necessary hygiene. So there is lots of important elements there as well. But of course, fitness is a general important principle that we all should strive for to maintain our good health. Thank you. Thank you very much, Stefan. We stay with this topic of vaccination or vaccines. So please keep your hand up only if you have questions about this. So I think that David Carreta has a question. David, go ahead. Oui, merci et bonjour. David Carreta, Radio Radicale. J'aurais deux questions. La première, Johnson & Johnson. Je voulais savoir si la FDA américaine a terminé en effet les contrôles de qualité et donc on peut penser qu'on aura les doses prévues ou une accélération des livraisons. Si vous avez des informations sur ça. Deuxième question, je voulais vous demander où est CureVac, parce que le PDG avait annoncé dans une audition au Parlement européen une autorisation de la part de l'EMA à la fin du mois de mai, début du mois de juin, on est le 7. Vous avez financé CureVac quand le président Trump voulait l'acheter, et donc j'imagine qu'il y a une relation assez étroite avec eux aussi. Et est-ce que vous êtes informé de ce qu'ils vont faire avec leur vaccin? Merci. Merci beaucoup, David. Je vais commencer avec CureVac. Oui, CureVac, comme tous les vaccins, passe par une analyse très profonde de nos collègues de l'EMA. Le candidat vaccin CureVac est actuellement en rolling review. C'est sous la responsabilité de l'EMA et je propose que tu prennes contact avec l'EMA pour voir ce qu'il en est, parce que c'est l'EMA qui est une agence indépendante, évidemment, qui est responsable justement de ce rolling review, encore une fois, dans le but de bien analyser l'efficacité et la sûreté du vaccin. En ce qui concerne Johnson & Johnson et l'opinion de l'FDA, à ma connaissance, cette opinion n'a pas encore été prise, mais il faudrait peut-être voir avec les collègues de l'FDA. Évidemment, de notre point de vue, nous continuons à suivre la situation et je tiens à souligner que la sûreté, le safety de nos citoyens, c'est toujours un élément tout à fait crucial, fondamental et important. Et donc, nous suivrons l'opinion de l'EMA qui sera donnée quand l'EMA sera prête pour donner son opinion. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Je pense que David a une question de suivi. Vas-y, David. Oui, je comprends bien sur CureVac, si je peux, un follow-up. Je comprends très bien que responsabilité de l'EMA pour la
mais vous avez un contrat avec eux, vous avez signé le contrat, donc j'imagine que vous êtes en contact avec eux. Ils ont dit publiquement qu'ils ont des problèmes de production parce qu'il y a des restrictions à l'exportation aux États-Unis qui ont créé des problèmes. Je voudrais savoir de vous avez signé le contrat, où il y a le steering committee, donc où ces choses sont discutées, je l'espère, et pas de l'EMA qui est une autre procédure, s'il y a un problème CureVac lié à restriction à l'importation, développement du vaccin, capacité de produire, etc. Donc pas la question de la sûreté du vaccin, mais la question qui est plus liée avec le contrat. Merci beaucoup, David. Nous parlons avec toute la société avec qui nous avons conclu des contrats sur l'état de la production, l'état des livraisons, etc. Et donc, nous sommes aussi en contact avec CureVac dans le cadre de notre steering board ou comité de pilotage. Je ne peux pas me prononcer à ce stade-ci sur la situation actuelle de la production. Nous avons un contrat avec la société. Ce contrat prévoit des schémas, des arrangements de livraison qui devront être respectés. Évidemment, nous restons en contact avec cette société comme nous restons en contact avec toutes les autres sociétés, mais il est aussi évident que nous devons d'abord, avant de pouvoir mettre en marche la production et la livraison des doses, on doit attendre l'opinion de l'EMA et l'autorisation de mise sur le marché. Mais je ne peux pas donner plus de détails à ce stade-ci. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. So at this stage, please keep your hands up if you have additional questions on this matter. I see that you, actually, Hugo, rewrote a follow-up in our internal chat and has his hand up and is relaunching his question. Tu l'as écrite en anglais. Je ne pense pas que ce soit un problème linguistique. On n'a pas compris ta question au début parce qu'elle était en français. Je pense que Stéphane a fait de son mieux pour t'apporter des éclaircissements sur cette question effectivement pertinente, qui est liée aux critères qui nous ont amenés à autoriser la mise sur le marché conditionnel des vaccins anti-Covid. Et je pense que Stéphane a indiqué que, en fait, c'est que chaque vaccin a été évalué en fonction de ses propres mérites et en fonction de sa capacité d'être efficace et d'être sûr pour les utilisateurs, donc efficace contre les Covid et sûr pour les utilisateurs, et que c'était ça les critères qui nous ont conduits, suite à l'avis positif et à la recommandation positive de EMA, d'approuver la mise sur le marché conditionnel de ces vaccins. Donc, je te résume ici de manière succincte ce que Stéphane a clairement dit. Si tu as une autre question à apporter, vas-y, je te donne la parole encore une fois à ces sujets. Ok, donc vous n'avez pas répondu à ma question sur le... Je connais les éléments. C'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel pour une autorisation conditionnelle. Voilà, vous ne voulez pas répondre à cette question, c'est pas grave. J'en prends acte. Le fait qu'il y ait un traitement alternatif ou pas est une question essentielle pour accorder une autorisation conditionnelle. Le reste, ça vient après. C'est une dérogation à la procédure normale. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, j'ai une autre question sur la pharmacovigilance. Et la pharmacovigilance est un des piliers de la sécurité des vaccins. Est-ce que vous êtes content de la pharmacovigilance? Je crois qu'elle doit être effectuée par les États membres. J'entends beaucoup de choses qui montrent qu'en fait les États membres ont un conflit d'intérêts, puisque d'une part ils doivent promouvoir la vaccination et d'autre part la pharmacovigilance, les retours de pharmacovigilance montrent qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, notamment des effets secondaires graves, y compris des décès.
liés à ces vaccins ou supposément liés à ces vaccins. Et donc c'est un conflit d'intérêts puisque les États qui font campagne pour la vaccination doivent au maximum rassurer les populations, et c'est pas en faisant toute la transparence et en encourageant à rapporter les effets secondaires graves, voire très graves, que ça va aider à évidemment rassurer la population sur la sûreté des vaccins. Donc je voulais savoir si la Commission est satisfaite du niveau de pharmacovigilance pour les vaccins anti-Covid. Merci. Merci beaucoup pour tes deux questions, Hugues. Avant de donner la parole à Stéphane pour répondre à la deuxième, qui est une nouvelle question que tu lances, permets-moi de faire un commentaire sur ton commentaire sur notre manière de répondre à ta première question que tu as relancée 3 fois. C'est une question pertinente. Nous avons répondu à cette question avec tous les éléments que nous avons en ce moment. Je pense que nous avons été assez clairs sur les raisons qui nous ont conduits à accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché sur les vaccins. Donc, nous avons évoqué les critères qui nous ont conduits à l'accepter et à accepter la mise sur le marché. Si tu penses que c'est pour d'autres raisons, je suis un peu perplexe. Donc, nous avons utilisé tous les éléments que nous avons à notre disposition pour t'apporter la réponse qui a pu être apportée à ces moments ici sur scène. On va regarder dans les différentes conditions juridiques s'il y a d'autres éléments qui ont pu jouer un rôle. Et Stéphane, s'il a des éléments supplémentaires là-dessus, sur l'élément que tu as évoqué, l'existence ou pas d'un traitement alternatif qui pourrait être efficace contre cette maladie, il t'apportera les précisions supplémentaires si on peut en trouver d'autres. Mais crois-moi, nous faisons de notre mieux pour t'apporter les éléments de réponse que nous avons et nous faisons de notre mieux pour répondre à tes questions. Donc, je note que tu ne fais pas juste, tu ne rends pas la justice aux efforts de Stéphane en disant que nous ne voulons pas répondre à ta question. Encore une fois, tout élément supplémentaire va être apporté s'il existe par voie bilatérale. Je pense que maintenant, Jean, il a une question au sujet des vaccins. Vas-y, Jean. Ah, excusez-moi, pharmacovigilance. Merci d'abord, Dana. Et oui, comme tu l'as expliqué, si je vois d'autres éléments, il est clair que je vous recontacterai sur ce point-là. Peut-être aussi utile de voir avec l'EMA, parce que c'est l'EMA qui est l'agence qui est en charge de ce genre d'évaluation. En ce qui concerne la pharmacovigilance, je pense que je peux dire que le système de pharmacovigilance est un système extrêmement important qui fonctionne aussi très bien. Il suffit de voir justement la réaction et le suivi qui a été apporté au cas d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Ces cas ont été identifiés rapidement dans le cadre du système de pharmacovigilance. C'est dans le cadre de ce système que EMA s'est aussi prononcé sur ces cas. C'est dans ce cadre-là aussi que l'EMA a adopté des notices d'information sur les produits concernés. Donc, c'est un système qui permet de bien détecter des problèmes qui peuvent se présenter dans les États membres sur base d'un reporting poussé de la part des États membres à l'égard de l'EMA, sur base d'un reporting assez poussé de la part des sociétés aussi à l'égard de l'EMA. Donc nous avons sur place un système très important. Encore une fois, nous avons toujours insisté sur l'importance de cette pharmacovigilance, aussi dans le cadre, par exemple, de lutter contre certaines hésitations contre l'utilisation du vaccin. C'est en démontrant aux citoyens européens que nous avons un système robuste qui permet de suivre justement les effets secondaires possibles d'un vaccin qu'on peut démontrer aux citoyens qu'on suit ça de près, et ça peut aider à gagner justement la confiance des citoyens dans les vaccins, parce qu'encore une fois, les vaccins et surtout la vaccination restent le chemin principal pour sortir de cette pandémie. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Maintenant, Jean.
Oui, bonjour. C'est pas directement lié au vaccin, mais là, ça fait 45 minutes et je ne peux pas attendre des heures et des heures pour poser ma question. Je suis désolé. Donc, je vais faire bref. C'est indirectement lié au vaccin. C'est concernant la réouverture des frontières extérieures, notamment avec les États-Unis. Je voudrais savoir exactement où on en est, parce que nous allons réouvrir aux citoyens américains le territoire européen. Donc, je voudrais savoir s'il y a une condition de réciprocité, notamment pour les personnes vaccinées. Voilà, donc juste un état des lieux des négociations avec nos amis américains. Merci. Merci beaucoup, Jean. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions sur les sujets précédents, donc je peux effectivement passer à un autre sujet. Et j'invite donc Adalbert de monter sur scène pour apporter des éléments de réponse. Bonjour Jean, merci beaucoup. Pardon. Donc la situation actuelle est la suivante. Les États-Unis ne sont pas actuellement repris sur l'annexe 1 de la recommandation du Conseil concernant la restriction aux voyages à destination de l'Union européenne, ce qui veut dire que les voyageurs non vaccinés ne peuvent pas venir dans l'Union européenne pour des raisons non essentielles. En revanche, le Conseil a bien adopté le 20 mai notre proposition de recommandation concernant cette question, dans laquelle nous avons proposé que des voyageurs vaccinés puissent bien venir dans l'Union européenne pour des raisons non essentielles. Donc il s'agit ici de personnes qui ont reçu le nombre recommandé de doses reconnues par l'Union européenne et qui ont ensuite passé 14 jours à attendre que l'immunité soit bien effective. Et donc ces personnes-là, y compris les Américains, peuvent actuellement venir en Europe. En ce qui concerne la question de la réciprocité, la recommandation du Conseil indique que les États membres devraient prendre cette question en compte au cas par cas. Ensuite, en ce qui concerne nos discussions avec les Américains, il est vrai que, comme nous l'avons dit plusieurs fois dans cette salle de presse, qu'il y a des discussions concernant la reconnaissance du certificat de vaccination. Donc, c'est quelque chose qui prend plutôt, qui concerne plutôt la question du certificat numérique européen pour le Covid, plus que la question de la réouverture des voyages essentiels en tant que tel. Et c'est quelque chose sur quoi éventuellement Christian pourrait être renseigné plus en détail. Merci beaucoup Adalbert. Je pense que Jean veut relancer avec une question de suivi. Vas-y Jean. Est-ce que nous avons Jean en ligne ? Oui, on te voit que tu es connecté. Jean, tu nous entends ? La parole est à toi. Il paraît qu'il y a des difficultés techniques, même si je le vois connecté. On va revenir vers Jean dans un instant, espérant que les questions techniques sont résolues d'ici là. Donc, je vous invite à poser d'autres questions sur ce sujet à Adalbert, s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oliver, vas-y. Salut. Oui, bonjour. En fait, depuis plusieurs semaines, la Commission évoque déjà que vous êtes en train de négocier avec les Américains sur la preuve de vaccination aux États-Unis. On sait très bien que les Américains ne vont pas introduire une sorte de certificat de vaccination fédéral. Je pense qu'il y a maintenant un depuis une semaine dans le State of New York. Mais si on veut voyager des 49 autres États américains en Europe, il n'y a aucune preuve fiable de la vaccination. Il est le 7 juin maintenant. Comment allez-vous entamer ce problème ?
La saison touristique est en train de commencer. Il y a plein de pays comme la Croatie, l'Espagne, l'Italie, etc., la Grèce, qui sont très dépendants des touristes américains. La Commission est-elle inquiète que certains États membres vont juste baisser la garde et dire que venez les Américains, puisqu'en fait on a besoin de vos dépenses? Et deuxièmement, si on ne résout pas le problème, est-ce que ça veut dire que en fait les Américains ne peuvent pas venir? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et peux-tu nous aussi donner une sorte de feuille de route pour les négociations que le commissaire Reinders entame avec le Department of Homeland Security? Merci. Merci beaucoup. C'est une question qui comporte beaucoup d'angles, mais l'angle principal que je vois, c'est surtout pour Christian, parce qu'il s'agit des contacts menés par le commissaire à la justice. Donc, Christian. Oui, bonjour Oliver, merci pour ta question. Alors, il faut d'abord, je pense, clarifier que ces discussions concernant le certificat ne sont pas liées à la question si les Américains peuvent venir à l'Europe. Je pense Albert a déjà fait quelques explications à cet effet. Parce que ça, c'est vraiment une question qui est déjà clarifiée en fait par cette recommandation. Alors pour les gens qui sont vaccinés avec une vaccination autorisée en Europe ou avec Emergency Authorization de l'OMS, je pense, hein, WHO, c'est possible de venir à l'Europe. L'idée du certificat est de faciliter la libre circulation dans l'Union européenne. Et ça, c'est aussi possible pour les personnes du pays tiers. On peut directement demander dans les États membres où on voyage pour un certificat. Ça, c'est déjà réglé dans la régulation qu'on a proposée. L'autre question ou l'autre possibilité d'avoir un certificat et une décision d'adéquation, je ne sais pas, adequacy decision, qui la Commission pourrait faire. Et c'est dans ce contexte qu'on est en contact avec les États-Unis et aussi avec la Suisse. En ce moment, et on a beaucoup plus de questions, de demandes des autres pays tiers, mais concernant ces négociations avec les États-Unis, pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. Je peux te... Oui, tu as raison, hein, c'est bien sûr, il y a c'est peut-être plutôt une question pour les États-Unis et pour demander ici, parce que bien sûr, tu sais, comme tu as évoqué, il y a des différentes règles dans les États, dans les États-Unis. Et alors, les discussions continuent, mais ça ne veut pas dire que les Américains ne peuvent pas venir à l'Europe pour l'été. Ça, c'est tout à fait possible avec les vaccinations, et c'est aussi possible d'obtenir un certificat EU Covid directement si tu as une preuve de ta vaccination, directement dans les pays européens où une personne voyage. Merci beaucoup, Christian. Je pense que Oliver a une question de suivi. Tout à fait. Le problème essentiel, et je n'ai pas reçu la réponse, c'est qu'on ne peut pas avoir la preuve d'une vaccination aux États-Unis, sauf peut-être au State of New York. Si moi, demain, je me fais vacciner à Charleston, qui est une ville très, très charmante, je reçois juste un petit papier de la CDC et on peut le copier. C'est super facile. Il y a même au sein des États-Unis maintenant le problème qu'il y a un grand marché illicite, les gens qui font des copies des
certificats de vaccination parce qu'il faut les avoir afin d'aller à un bar ou un restaurant, etc. Donc, il n'y a pas de preuve adéquate d'une vaccination aux États-Unis. Même bien sûr, ils vaccinent avec les mêmes produits. Même bien sûr, leur taux de vaccination est bien élevé. Il y a un problème d'évidence et de données. Et depuis des semaines, je vous demande, et depuis des semaines, vous évitez une réponse claire. Je soupçonne qu'il n'y a pas vraiment une solution et que vous espérez juste que les États membres vont se débrouiller. Et à mon avis, ce n'est pas vraiment acceptable si les citoyens européens doivent se fournir d'un certificat de vaccination. Et même si je reçois 2 doses de vaccin, s'il n'y a pas le délai de 14 jours, j'ai toujours besoin d'un test PCR. Donc, c'est complètement absurde qu'un Américain peut voyager sans vraiment montrer la preuve qu'il est vacciné. Voilà, ça c'est le problème. That's the gist of the problem. Merci. Christian. Alors, Olivier, je vois que tu as beaucoup de confiance dans la Commission européenne pour résoudre les questions de fédéralisme dans les États-Unis. Je pense que ce n'est pas notre tâche. Pour nous, ce qui est clair, il y a les règles claires dans la régulation sur les certificats. Et là, c'est possible pour les personnes pas seulement des États-Unis, mais de chaque pays du monde de venir à l'Europe avec une certification de la vaccination. Et dans le cas individuel, c'est pour les autorités des États membres de vérifier si cette preuve est assez et c'est sûr dans le cas individuel. C'est comme ça. Et pour les Européens, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que les Européens vont avoir un droit à avoir un certificat européen de Covid pour avoir une preuve qui va être acceptée dans tous les États membres. Merci beaucoup, Christian. Je pense que nous avons encore au moins une question à ce sujet parce que je vais essayer de relancer avec Jean. Donc, mais je veux d'abord vérifier si Francesco a une question qui est directement adressée aussi à Christian, parce que la question des gens demanderait peut-être aussi la présence d'Adalbert. Donc, Francesco, est-ce que ta question, is your question for Christian along the lines of the discussion we just had? I don't think it's for Christian. It's about the 14-day period after full vaccination to be able to travel. So I don't know if it's for Christian or for somebody else. It depends if the question is from the health angle or about the recommendation. Indeed. So it can be Stefan or Christian, depending on what exactly the question is. So I will give you the floor. We'll give it a try. Okay, so I think, yes, it's more for Stefan, but anyway. No, I just wanted to check with you, what is the rationale behind your recommendation to have 14 days at least after full vaccination to allow people to travel without the need for PCR tests or quarantine? I mean, do you have a study that shows that after 14 days after the second dose of any vaccine, and one in the case of Johnson & Johnson, you reach the maximum level of protection? If you have one, can you mention that? And also, has this any implication to the policy about the intervals between the two doses? Does it mean that you are suggesting that shortening or making the interval longer is not correct? Thanks. Thank you, Francesco. We tend to base our recommendations or decisions on science and on the latest scientific evidence available for any single matter. I will try to see if Christian has any answers of element, but then afterwards it will indeed be perhaps for Stefan to try to bring additional elements. I would just like to clarify one point, because you said that the recommendation is about at least 2 weeks.
So that's not fully correct. What the recommendation says is that that this is basically the base. I would say this is the baseline, that all member states need to accept fully vaccinated people, meaning as defined by the recommendation 14 days after the second shot or after the last shot. But this, as Commissioner Reinders also explained when we presented this, this proposal, this does not mean that member states cannot go below this threshold and allow and accept vaccination certificates also earlier in the process. So this is basically the baseline of the recommendation. And I suppose on the scientific side, Stefan knows much better. Thank you very much, Christian. So, Stefan, back on stage. Francesco, I'll be very honest with you. I'm always honest. I'm not going to beat around the bush as to why it's exactly 14 days. What is the scientific reasoning behind it? I will have to get back to you. This being said, we know from clinical trials that indeed vaccines, as I've already stressed a few times, are very effective in protecting against symptomatic and severe COVID-19. There is quite some evidence from real-life use of these vaccines that have confirmed this. There's also more and more evidence that likewise vaccinated individuals may be less likely to transmit the virus to others. For instance, studies have shown that unvaccinated people that live together in the same household with a vaccinated person have a lower likelihood to catch the virus than the general population. So there's quite a lot of scientific evidence coming up there. And still, there's also this evidence that vaccinated persons who still become infected have an overall lower viral load and shed the virus for a shorter period of time. Now, I know this does not directly reply to the question with regard to the 14, exactly why the scientific base for the 14 days, so I will have to get back to you on this. Thank you. Thank you very much. I see two additional hands up. Jean is for a different matter to which I will revert rapidly. I just want to check if David's question would also be relevant for Stefan and related to these matters, because Stefan is right now on stage. So, David. Oui, excuse-moi, il y a un peu de confusion sur scène, mais c'est un follow-up à la question de Oliver, donc j'espère ne pas augmenter trop la confusion. Mais j'ai devant moi la recommandation que vous avez proposée au début du mois de mai, sur la question justement des certificats émis par les pays tiers. Et au point 3 de la recommandation, j'ai le texte en anglais, donc je vais le lire en anglais. Il y a écrit: Member States should treat third country vaccination certificates covered by a Commission implementing Act adopted under Regulation 2021 XXX as vaccination certificates issued in accordance with that regulation, or could issue vaccination certificate as referred to article and blah blah blah. So, where is the où est l'implementing act? Thank you very much. Well, that indeed would not necessarily be a question for Stefan, but that would rather be a question for Christian. It is indeed a complex matter which brings together freedom of movement, which brings together epidemiological criteria, which are the basis or the foundation for the decisions or for the recommendations that we make for that freedom of movement. And there are also aspects linked to third countries. So that is the reason why, indeed, 3 different colleagues would cover from those different angles. We tried to group the questions in such a way as not to make them come and go too often, but you will have to understand that that will continue being the case because they follow this very different aspects. So, Christian, let's give it a try to clarify this matter in response to David's question. Yeah. Look, David, you'll understand that I'm not going to engage now in a legal analysis of every paragraph of the regulation. I'm happy to point you to the exact, or my team to point you to the exact
paragraphs bilaterally later on. That's no problem, of course. But let me repeat once more and clarify once more. There are two ways how third country nationals can receive a EU digital COVID certificate. The first way is by presenting a proof to a member state authority, to the member state where they travel, and then it's possible for them to issue a vaccination certificate. They can, of course, also request the other types of certificates. So this is something that is in principle open for every third country national that can legally travel to the European Union. Okay. And that will be possible as of when the certificates will be available. And the second possibility is indeed for the Commission to issue such an implementing act, or we call it an adequacy decision, for specific third countries, which would then mean that if a third country has also technically followed the same interoperability standards and can link to our system, that then directly a certificate from a third country could be accepted as equivalent to a European certificate and could be directly checked also in our system, etc., etc. This is, of course, something that takes a bit of time. You will understand that our focus, first of all, in the last weeks was really on getting the system and getting the legislation ready for Europeans and for inside of the EU. This is why there were, or not this is why, but just to give you the situation. Of course, we are open to work on this with third countries, and we are also increasingly doing so and have a lot of requests. But let's not expect this as of tomorrow or as of the 1st of July. But again, there are these two options. One for every third country national who can present proof to a national authority and could then use it with the European certificate within the European Union. And the other one is such an act by the Commission after having found agreement and technical solutions with a third country. Thank you very much, Christian. I think David has a follow-up question. Go ahead, David. Oui, parce que tout cela ne répond pas à la question de comment vérifier l'authenticité et validité et intégrité du certificat. Alors, tu as dit que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes du fédéralisme américain, mais dans vos communications, dans vos recommandations, il y a ces mots. Donc, on te demande, à part le fait que le 1er juillet, l'équivalence et tout ça, qui est très bien, qui est très technique, etc., comment l'Union européenne, ces États membres vont garantir le fait qu'il n'y a pas des gens avec des faux certificats qui arrivent des États-Unis ou d'autres pays tiers. Ça, c'est la question. Et la réponse est aussi très simple, et c'est que c'est pour les autorités nationales d'assurer ça dans les cas spécifiques. Merci beaucoup, Christian. Avant de délibérer Christian, je veux juste vérifier que la question des Khalid est pour lui ou pas, parce que je sais déjà que la question des gens va être plus pour Adalbert. Donc Khalid, est-ce que tu as une question qui est à ce sujet et qui serait pour Christian? C'est sur les affaires étrangères. Si ça se confirme, je vais donner la parole à Jean avant de libérer Christian, parce qu'il y a peut-être les deux aspects internes et externes qui sont compris dans la question que Jean va poser. Jean, vas-y. Jean, nous ne t'entendons pas. On essaie encore une fois. Il y a toujours un problème technique. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème technique ou est-ce qu'on va répondre
de manière bilatérale à la question que Jean va vouloir poser. Nous n'arrivons pas à t'entendre. Donc, on donne encore quelques secondes pour voir si on peut avoir la connexion. Et si ce ne sera pas le cas, Jean, tu poseras ta question, s'il te plaît, à nous après ce midday briefing. Donc, dernier essai. On voit que tu essaies de te connecter, mais on n'entend pas les sons. On n'entend pas les sons. Donc voilà, on essayera de manière bilatérale. Désolé pour cela, Jean. Et je demande maintenant s'il y a d'autres questions, sauf affaires étrangères, parce que Khalid va poser des questions sur les affaires étrangères. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions sur les vaccins et la vaccination pour les autres collègues, membres de l'équipe? Non, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Christian. So, Khalid, you have the floor. Hello, this is me, Khalid Hamid Faruqi. Are you calling? Yes, we can hear you well. Go ahead. Hello? Can you hear me? Yes, we can hear you. So please go ahead, Khalid. Okay. This is Khalid Hamid Faruqi from Geo Television News. My question is regarding security, not from vaccine, but nuclear highly radioactive material, which has been spreading in India in open market. Delhi police and Indian police apprehended a couple of people in criminal market, try to sell nuclear highly radioactive material, which shows the compromise of Indian nuclear plant. What is the response of EU? Has EU raised this question with India, and what sort of response you have received? Because it has international dimension and also regional peace and security question at risk. Thank you. Thank you very much, Khalid. Peter. Thank you for the question, and I can assure you that we are aware of the issue and we understand that the Indian authorities are investigating, so there is no more I can say at this stage. Sweet and short. Thank you very much, Peter. Are there any additional questions on foreign affairs for Peter today? So if so, please raise your hand. That doesn't seem to be the case. Thank you, Peter. Any other questions on any other subjects for us today? Yes, Oliver. Go ahead, Oliver. Yeah, sorry to bother you again. Vice President Skinas was in Ljubljana and he met Prime Minister Janša, and according to his tweet, they spoke about the European way of life, resilience, migration, and so forth. My question is, did the Vice President ask the Prime Minister why Slovenia still hasn't nominated its delegated European prosecutors, and it's the only participating country that hasn't done so, when Slovenia is intending to do so? And thirdly, whether Prime Minister Janša has thought about the way that he and supporters of his party have been organizing hate storms against journalists in recent months and so forth. Was this an issue of the talks? Was media freedom an issue of the talks? Yeah, I'd be interested in that. Thank you. Thank you so much, Oliver. So there are several angles to the question. First of all, it's the angle of the EPPO, for which we would, of course, have Christian available, and he could give you an update on the aspects regarding Slovenia, and he could also cover the angle of press freedom. But he will obviously not be able to comment specifically on the discussions which took place between Vice President Skina and Mr. Janša. But Christian, please come on stage. Busy day today. Yes. Okay. Look, on the
Vice President Skinas is in Ljubljana today. The meeting just took place, I think, shortly before the midday. I've also seen the tweet, and I think he was actually doing a press moment there at 11:30, if I'm not mistaken. So, to be honest, we would have to check on whether there's any more details available for readout. I think on the EPPO and the missing prosecutor, we've made our line very clear. Also, Commissioner Reinders was referring to it at the press conference on the launch of the EPPO on Tuesday, where he found some quite clear words that it will be important for Slovenia to nominate the delegated prosecutors as a matter of utmost urgency, and that we are, of course, in ongoing contact with Slovenia at all levels and have repeatedly called on them to do so. Thank you. On media? On media freedom, I mean, it's the same. I will have to check on what was exactly discussed and whether we have any more detailed readout. Thank you, Christian. So with this, I will invite you to indicate if you have any additional questions for us today. That doesn't seem to be the case. Oh, David Price. David. Thank you, Dana. Yes, it's a question about EBS and the audiovisual department. I asked a question on Friday, and I see that the summary risks to turn the pioneers of European unity and our European peace into lobbyists and with ulterior motives. Maybe it was the way my English accent, I don't know, but the summary of my question, which is about why the documents about European democracy have not been published, has been itemized as publication of the funding fathers rather than the founding fathers, making them to be lobbyists, I would seem. I wonder whether this can be corrected so that people don't get a misunderstanding of what was going on in 1950 and 51. Point taken, David. We will check the wording of that specific exchange to make sure it reflects reality. Thank you so much. I believe that was it for today. So tomorrow you will have, like every Tuesday during the plenary week, the readout. This time it will be from Strasbourg. And as said, we will share with you both the college agenda and the press arrangements in the course of this afternoon, as the weekly meeting of the heads of cabinet was ongoing at the time we started this midday briefing. So bon appétit and see you very soon.